Moi, mon père était fermier, mais aussi il était très habile en menuiserie et il a été appelé à construire des croix de Jacques Cartier pour installer aux croisées des chemins et aux entrées du village de Clarence Creek. Moi, mon père, un certain dimanche après-midi, m'a invité à aller assister à une réunion d'un organisme d'ordre national. Moi, mon père me l'a révélé quelque temps avant de mourir. Alors moi, mon père m'a jamais dit s'il était membre de l'ordre. Je l'ai appris par l'entremise de mon oncle, mais j'ai toujours douté qu'il était membre. Moi, mon père a cru bon de m'initier dans l'ordre vers l'âge de 14 ans. Ici. Et puis, moi, mon père, quand on parle des années 40, 50, 60, il y en a toujours long à raconter. Sauf que depuis que j'ai commencé un documentaire sur cette patente-là, il est devenu très discret. Les aspirants au mystère de l'ordre demandent humblement admission dans notre aéropage. Leur réputation d'hommes intègres, de citoyens patriotes et de catholiques pratiquants nous est connue. Sur la foi de votre rapport, je vous permets de les laisser entrer, mais qu'ils le fassent avec circonspection. Certains dimanches, derrière des fenêtres closes, se tenaient parfois d'étranges réunions. Des groupes d'hommes, tous bons catholiques et ardents patriotes, se voyaient dépouillés de leurs objets personnels. Ils allaient être soumis à une série d'épreuves symboliques. Tous égaux, les poches vides et les yeux bandés, ils seraient bientôt admis au sein d'une société secrète. C'est mystérieux. Alors, surtout quand le moment est venu de vous bander les yeux, là, vous êtes à la merci de ceux qui vont vous initier. Alors, c'est un geste de confiance qu'il faut porter à ce moment-là. Hein. Nous allons former un cortège. Ils ignoraient ce qu'on attendait d'eux et qui était leur nouveau maître. Une docilité que l'on s'explique à peine de nos jours. Il faut savoir que toutes les élites canadiennes-françaises ont déjà été télécommandées par un groupe occulte et clandestin cloîtré à Ottawa. Vous arrêtez ici un instant, monsieur. Près de 50 000 Canadiens français y ont été assermentés. Beaucoup étaient nos pères, nos frères, nos oncles et nos grands-pères, qui ne nous l'ont jamais révélé. C'était tout à fait inattendu pour moi. Je n'ai pas gardé un mauvais souvenir de ça, pas du tout. J'ai compris le sens des gestes qu'il nous faisait poser. Et j'ai surtout compris que c'était confidentiel. L'ordre de Jacques Cartier. Les adeptes n'avaient même pas le droit de le nommer devant leurs épouses. Alors tout le monde préférait dire la patente. L'ordre n'existe plus depuis 1965, mais nous lui sommes tous redevables désormais. Il nous a été légué comme un héritage de père inconnu. Messieurs, tenez vos droits. Et ne bougez point. Le magazine Maclean dévoilait sur plusieurs pages en 1963 les structures hiérarchiques, les signes de reconnaissance et les agissements de la soi-disant patente, officiellement Ordre de Jacques Cartier. L'auteur Charles-Henri Dubé en avait été membre pendant 10 ans avant de s'en retirer. Il avait connu entre autres le père de notre réalisateur et le nommait sans gêne parmi ses amis du temps.
Mais ce père refuse absolument d'en parler. Il n'en fallait pas plus pour piquer notre curiosité. Première étape de la recherche, on se rend à Ottawa, où était le siège social de cet organisme clandestin qui a vécu de 1926 à 1965, moins de 40 ans. Mais quelles années cruciales dans l'histoire! Alors, sur le site Internet du Centre, on peut consulter les descriptions de tous les documents qu'on conserve pour le Fonds de l'Ordre de Jacques-Cartier. Alors, ces documents-là sont disponibles vraiment, ou enfin un peu plus, depuis le 1er janvier de l'an 2000. On est chanceux. Oui, vous arrivez à point. Cette fraternité fantôme, on peut maintenant localiser ses archives sur Internet. Le Centre de recherche en civilisation canadienne-française à l'Université d'Ottawa est l'un des dépositaires des précieuses archives, véritable machine à remonter le temps. La volonté des fondateurs de laisser leurs traces dans l'histoire est maintenant évidente. Oui, alors, voici les notes de M. Terrien sur l'historique de Le manuscrit? Oui. Oh, magnifique. Merci. Rien. L'église Saint-Charles de Clarkstown, aujourd'hui le quartier Vanier d'Ottawa, fut dès 1926 le premier lieu de rendez-vous des fondateurs. L'ordre allait prendre forme autour du curé François-Xavier Barrette. Il n'était qu'une poignée de 17 militants, désireux d'assurer la défense des intérêts canadiens-français dans le milieu fédéral fortement anglicisé. Leur devise, Dieu et patrie. Leur protecteur, le Christ roi. Leur modèle, Jacques Cartier. Leur mot d'ordre, discrétion. Quand de nos jours on vient filmer cette église pourtant banale, certains voisins de longue date devinent très bien pourquoi on est là. Moi, j'étais pas au courant au début. Je voyais les gens en avant de la maison ici qui se dirigeaient vers la salle. Et puis, je me posais des questions. Puis finalement, j'ai su que c'était une réunion de Jacques Cartier. Alors, ils m'ont approché. Après ça, quand ils ont vu que c'était plus secret pour moi, ils m'ont approché, ils m'ont demandé d'en faire partie. J'ai assisté à une réunion à la salle ici. Mais d'abord, retour en arrière. Dans quel contexte l'OJC est-il né à Ottawa? Il faut bien se rappeler que dans les années 20, la notion de Canadien français englobait ceux des Maritimes, de la Nouvelle-Angleterre, du Québec, de l'Ontario, du Manitoba, et qu'après 50 ans de confédération, le Canada leur faisait la vie de plus en plus dure. Toute la fonction publique fédérale d'Ottawa opérait exclusivement en anglais. Les anglophones protestants y accaparaient jalousement tous les postes importants. Membres des ligues orangistes ultra-royalistes et protestantes, ou encore d'une franc-maçonnerie bien établie, ils s'aidaient et se choisissaient entre eux, tout en supplantant les aspirants catholiques et canadiens français. On savait qu'il fallait être franc-maçon, par exemple, pour monter, pour obtenir certains postes plus élevés. On savait, on était conscient que les Canadiens français étaient sous-représentés dans la fonction publique. Alors, la crainte, finalement, va s'articuler sur ce désir-là de survivance et de protection des droits du français. On me disait à ce moment-là que les francs-maçons le faisaient. Les francs-maçons étaient beaucoup mieux organisés qu'on l'était, nous autres. Jusqu'à l'Église catholique, dont il fallait surveiller les nominations d'évêques. Les catholiques irlandais de Nouvelle-Angleterre, bien branchés sur le Vatican, étendaient l'influence de la langue anglaise jusque chez nous. Déjà au tournant du siècle, des gouvernements provinciaux avaient mis hors la loi l'instruction en français. Un odieux procédé, comme le règlement 17 en Ontario, a été combattu des années durant par toute la société canadienne-française, Henri Bourassa et l'abbé Liollel-Groux en tête, et finalement renversé. Ce conflit va amener l'élite franco-ontarienne, surtout les gens d'Ottawa, un peu à réfléchir sur leur façon de faire de la politique et surtout sur leur capacité d'influencer. Sans s'en rendre compte, les Anglais venaient de galvaniser l'esprit de survivance des nôtres. Les maires de l'école Guigues avaient défendu leur école avec leurs épingles à chapeau. On s'était serré les coudes et on avait obtenu justice. Les franco-ontariens étaient persuadés que les autres groupes ethniques avaient des groupes secrets qui se réunissaient et qui coordonnaient leurs activités. Et les franco-ontariens ont dit, si nous, les Canadiens français, on ne peut pas faire la même chose, il va y en avoir d'autres règlements 17, puis il va y en avoir d'autres crises scolaires ou d'autres crises qui vont faire en sorte que les droits des Canadiens français sont menacés. L'idée de fonder une société secrète canadienne-française
est né dans ce contexte de résistance active. Si cela nous paraît étrange aujourd'hui, que dire de ces Ku Klux Klan photographiés en public à Kingston en 1927? L'évêché d'Ottawa avait bien sûr été mis au courant et appuya la formation de l'ordre. Dans la société de l'époque, l'Église était une force dominante dans tous les secteurs de la vie. Ils ont fait nommer des aumôniers partout dans la structure, du haut en bas, très rapidement. D'ailleurs, ce curé fondateur, le curé Barrett, est lui-même resté à la direction de l'ordre pendant, oh, j'oublie le nombre d'années exactes, mais c'est près de 30 ans, je crois. Il a été un personnage très influent de l'ordre. Les évêques étaient tous automatiquement membres de l'ordre s'ils voulaient y être actifs. Tous ne l'étaient pas actifs, mais tous avaient accès, disons, privilégié. Tous nommaient des aumôniers dans les régions, dans les cellules locales, etc. Et tous veillaient aussi à ce que la doctrine de l'Église catholique soit respectée par les membres de l'ordre. Mais ce que je viens de vous dire indique assez clairement que l'ordre de Jacques Cartier était au service de l'Église catholique. Après quelques mois de tergiversation sur son nom et sa structure, l'ordre va se développer à la vitesse de l'éclair. On veut, d'abord, la première commanderie va être formée à Ottawa même. Ensuite, il va y en avoir une tout de suite à Hull, de l'autre côté de l'Outaouais. Il va y en avoir une à Maniwaki. Et on va aussi faire des contacts à Montréal dès les premières années. Et qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on a des connaissances. C'est un milieu qui se connaît. Les milieux nationalistes, les gens se connaissent. Donc, on sait que dans telle paroisse, il y a un curé favorable. C'est ainsi qu'on va avoir beaucoup d'oblats et beaucoup de dominicains parmi les chapelains d'honneur. Ce n'est pas le nombre que nous voulons, mais la qualité. Et un conseil n'ayant que 20 à 25 membres peut faire un bien immense à toute une région. Émile Lavoie, secrétaire, case postale 333, Ottawa. À cette époque-là, il n'y avait pas de statistiques officielles. Le Canada, c'est un pays avec rien. Pas de politique d'immigration, pas de statistiques officielles. Et c'est l'ordre qui va réclamer que dans le recensement, on demande l'origine ethnique parce que Rome recevait des messages contradictoires et Rome disait « Donnez-moi des statistiques officielles ». Et c'est l'ordre qui va faire la carte des provinces ecclésiastiques du Canada. Des documents dans la partie textuelle, iconographique. Ici, c'est une charte. Chancellerie, 1926, commandeur de l'ordre de Jacques Cartier. Une charte de fondation d'une commanderie. C'est une commanderie de l'Ouest canadien, commanderie Alexandre Taché. Document de 1930, assez tôt dans l'histoire de l'ordre. Et vous avez... Les signatures authentiques là, du curé Barrett. Joachim Sauvé, chancelier. Émile Lavoie, secrétaire. Magnan, Dalpé, Grenier, Régimbal, Major, Saint-Onge, Dany, Gosselin, Kenville, Bourdage, Goyette, Gauthier, Dubé, Boutin, Baudouin, Tremblay, Chénier et les 17 fondateurs. Il y en avait un qui avait été franc-maçon. Et parmi ceux-là, il y avait aussi un certain nombre qui étaient des tertiaires franciscains. Donc, c'était des catholiques pratiquants qui voulaient défendre leur langue et qui étaient soucieux de ne rien faire qui soit contraire à l'Église catholique. C'est l'ancien franc-maçon Émile Lavoie qui avait élaboré un rituel d'initiation complexe à l'extrême, passage obligé pour quiconque était invité discrètement à entrer dans l'ordre. Comme la pointe de ma lame torture votre chair, que l'aiguillon du remords torture votre conscience. Si jamais vous venez à l'idée de trahir vos frères en dévoilant les mystères de notre ordre. C'est certainement quelqu'un d'assez influent dans l'ordre, probablement un officier qui m'a invité à luncher un bonjour, puis qui m'a parlé de la patente, comme on appelait dans le temps. Les journalistes étaient une bonne courroie d'entraînement. Gérard Filion rédigeait alors La Terre de chez nous pour l'Union des cultivateurs. Toute la province le lisait déjà. Peu connu à Montréal, j'étais très connu dans l'ensemble du milieu agricole québécois. Je me rappelle par exemple de l'initiation, une cérémonie assez simple au fond. Buvez la coupe d'amertume. L'initiation, par une sorte de théâtre dont vous êtes l'acteur, est une façon classique de vous contraindre au serment de la discrétion.
Vous avez bu à la coupe d'amertume. Sachez que tout n'est pas agréable au goût dans la vie et qu'il faut savoir subir les avanies que tout homme rencontre. Le Canada est vraiment une colonie britannique. Alors, avec la banque, l'Ordre va réclamer des billets de banque bilingues, va réclamer des chèques bilingues, va réclamer des édifices fédéraux bilingues. On alerte le député, le sénateur s'il y en a un, l'évêque, tous les notables de la Société Saint-Jean-Baptiste, des artisans, de la CJC, pour qu'ils envoient des lettres à Ottawa pour demander qu'il y ait un affichage bilingue, comme au Québec. Parce qu'au Québec, les affiches étaient bilingues, mais pas ailleurs. Dans la métropole canadienne de Montréal, c'est la crise économique. En dehors d'une petite bourgeoisie commerçante, les masses ouvrières catholiques et francophones vivaient souvent dans un état de pauvreté et d'ignorance inacceptable. C'est un bouillon de culture idéal pour réunir les patriotes dans l'ordre contre l'argent des Anglais et les commerces des Juifs et pour l'avènement futur d'un État vraiment canadien-français. Alors, j'étais allé une fois, un dimanche après-midi, sur la rue Folhomme, là où il y avait des initiations avec André Laurando. Après ça, il y en a qui m'ont sollicité pour aller là. Pour aller dans l'ordre de Jacques-Cartier, qui s'occupait des problèmes des francophones dans le Canada, puis à Montréal en particulier. La première commanderie de Montréal, nommée Ville-Marie, avait déjà été éliminée dès 1930, tellement ses membres contestaient l'autorité d'Ottawa. Indépendants d'esprit, certains avaient même déjà fait partie d'une société des oliviers. Et surtout qu'à Montréal, le maître à penser, c'est Lionel Groulx. Et Lionel Groulx ne verra pas ça d'un très bon œil que des Canadiens français de l'Ontario viennent dans ses plates-bandes. Hein? L'Ordre de Jacques-Cartier a vécu très tôt cette dichotomie, cette opposition, entre guillemets, en même temps que fraternité entre les deux tendances. Parce que pour moi, c'est deux tendances. Le Québec n'est pas incorporé dans la tendance canadienne-française. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils l'ont vécu à l'intérieur de l'Ordre de Jacques-Cartier. Ces deux orientations qui se sont unies, qui se sont entraidées et qui se sont combattues jusqu'à la rupture. Au plan national, l'Ordre réclame du bilinguisme partout. Même au Québec, avant la guerre, on subissait une forte anglicisation du commerce et des services publics. Il y a des initiatives à Montréal. Ce sont des membres de l'Ordre qui vont être à l'origine de l'achat chez nous. Et on voit tout de suite que les objectifs au Québec sont très différents des objectifs dans les autres provinces, qui sont des provinces où les francophones sont minoritaires. Alors, on va surtout, et là, c'est le contexte dont il faut se souvenir, s'occuper des problèmes qui sont des problèmes économiques. Et c'est dans ce contexte-là aussi qu'il faut placer l'opposition aux Juifs. Leur opposition de tout temps, leur lutte de tout temps, elle ne s'est pas faite vis-à-vis les étrangers au plan, au plan racial. Elle s'est faite vis-à-vis les parlants anglais. Dans les grands magasins, puis tout ça, ils nous posaient les questions en anglais. Il fallait répondre en anglais. C'était partout, comme dit Miron, c'était vraiment l'occupation par la langue. Et c'est l'Ordre, parce que l'Ordre recrutait parmi les voyageurs de commerce, entre autres. Ça, c'est des gens qui voyagent. Alors, quand ils venaient au Québec, ils disaient, vous voyez, ils arrivaient à Trois-Rivières par le train, Three Rivers. Et les gens de Trois-Rivières avaient accepté ça, vivaient avec ça. Et ce sont les gens de l'extérieur du Québec qui vont alerter les Québécois sur le fait qu'ils sont colonisés sans trop le savoir. Et c'est tellement vrai qu'à un moment donné, l'abbé Groulx va publier un article dans un journal du bas du fleuve qui s'appelle « Une province française, une image anglaise ». La mentalité canadienne-française, peu habituée à la discipline sévère des ordres secrets, les membres du Québec semblaient aussi un peu jaloux de voir l'autorité suprême centralisée à Ottawa. La chancellerie de l'Ordre de Jacques-Cartier s'appelait en code la CX. Elle finira par compter plus de 30 chanceliers, dont 20 indélogeables, et presque tous ontariens. Il y eut bientôt des centaines de localités où une toile d'araignée invisible reliait les membres de l'Ordre. On
on savait qui appartenait à l'ordre et on savait qui ne l'appartenait pas. Alors, sans se le dire ouvertement, on pensait la même chose et on agissait en conséquence. Les commanderies locales étaient des XC, avec un héros, par exemple Ignace Bourget, pour la XC 26 de Montréal-Centre. On choisissait une devise comme « lutter pour vivre ». Chaque cellule pouvait facilement compter une trentaine de frères initiés. Quelques commanderies se rattachaient à un conseil régional, un peu comme des paroisses à un diocèse, mais sans se connaître entre elles, car toutes les consignes venaient anonymement d'en haut et toutes les actions s'accomplissaient anonymement en bas. En plus d'une correspondance énorme, la chancellerie publiait un journal interne secret rempli de sa propagande, l'Émérillon, du nom du 3e navire de Jacques Cartier. Chaque membre recevait le sien sous scellé et y trouvait ses mots d'ordre, sa motivation et des idées de campagne d'action locale. La publicité sympathique coûtait cher aux membres commerçants. La chancellerie avait ses émissaires en région qui débarquaient avec autorité. J'étais le visiteur régional. J'avais pour fonction de visiter toutes les commanderies de la région, les inviter au recrutement et puis expliquer les mots d'ordre. Préparez-vous au voyage comme ce grand patriote catholique, Jacques Cartier, qui, venu du pays des ancêtres, découvrit ce pays et y planta la croix de la foi et de la civilisation. Le visiteur régional supervisait aussi les cérémonies d'initiation. La symbolique de l'initiation, c'est assez touchant. C'est une partie de notre histoire, de l'histoire de la Nouvelle-France, l'histoire du Canada qu'on vit. On la vit intensément parce qu'on est à l'aveugle, qu'on n'est pas distrait par l'extérieur. C'était assez spectaculaire, assez merveilleux même. On appelait ça un varda, c'est-à-dire un voyage au pays des ancêtres. On entrait comme porte-étendard, et si on en était jugé digne, on pouvait être initié comme garde, chevalier, commandeur, et ainsi de suite. Il y avait 7 degrés dans l'ordre, avec chacun ses signes, chacun ses mots de passe. Le lourd secret entourant toutes les activités affectait même les couples mariés. Sans rien divulguer de nos activités à nos épouses, il est relativement facile de leur faire comprendre que la charité chrétienne nous fait un devoir de nous occuper du bien général de la race. Ce travail d'éducation doit se faire de longue haleine, le ponctuant de fervents baisers, si cela est nécessaire. Car il n'y a rien comme ce simple remède pour brouiller les idées d'une femme. Alors, quand la femme voyait partir son mari pour une supposée réunion secrète, ben là, ça causait dans certaines familles des problèmes, à un tel point que finalement, plusieurs voulaient sortir de l'ordre de Jacques Cartier pour avoir la paix dans la maison. C'est à ce moment-là qu'on leur disait, bon, ben écoutez, c'est secret, oui, c'est sûr, mais c'est surtout discret. Bien sûr qu'on ne divulguait pas toutes les étapes d'une action entreprise, mais qu'à un moment donné, entre nous, on sache que telle chose allait se passer. Si la femme était tenue dans l'ignorance, il en a été de même des enfants. Et le secret d'hier est devenu l'ignorance d'aujourd'hui. Les étudiants d'aujourd'hui, ceux que j'ai à Laval notamment, sont complètement sidérés lorsque je parle de la patente. Ils ne connaissent ni le mot, encore moins le nom, l'ordre de Jacques Cartier. Et lorsque j'explique un petit peu ce que faisait l'ordre dans les petites villes du Québec, parce que les étudiants à Laval viennent des petites villes et de la ville de Québec, là aussi, ils ne veulent pas croire. Ce qui arrive cependant, c'est que certains d'entre eux retournent à la maison au congé de la Toussaint ou des choses du genre et reviennent là avec des anecdotes que le grand-papa ou que l'oncle leur a contées pour corroborer qu'effectivement, la patente, c'est important et qu'ils étaient dans la patente, évidemment. L'ordre de Jacques Cartier, à un moment donné, a été une bonne école. Et puis les gens, on sentait que les gens avaient besoin de ça parce qu'ils étaient éparpillés dans les campagnes, ils étaient éparpillés dans la ville. Puis ce qu'ils voulaient, c'était une façon de travailler, mais dans un mouvement structuré. Le visiteur régional sillonnait le territoire et il avait partout des frères. C'est ce qu'on découvre en épluchant les archives.
C'était pour moi une révélation parce que à 20 ans, je connaissais ma ville, je connaissais les gens. Et là, j'ai découvert que le grand chancelier de Granby était un optométriste. Et là, j'ai mis les éléments les uns après les autres et je me suis rendu compte que cet optométriste avait une clientèle phénoménale. Les échevins, les députés, tout le monde passait chez lui. Et je ne parvenais pas à comprendre parce que la plupart de ces gens-là n'avaient même pas de lunettes, n'avaient pas besoin d'examen d'optométrie. Et c'était vraiment lui qui entretenait les liens, qui transmettait les consignes. Dans un milieu tissé serré comme l'Ontario français, difficile de rencontrer quelqu'un dont la parenté ne serait aucunement liée à l'ordre de Jacques Cartier. Adrien Quentin dirige une importante école de médias à Ottawa. On recevait chez nous des copies de Les Mérillons. Et on était les seuls dans le voisinage à en recevoir. On a su par la suite que Les Mérillons, ben, c'était l'organe officiel de l'ordre de Jacques Cartier. Et à tout moment donné, notre père qui recevait une enveloppe. Et il y avait une simple petite bande de papier, peut-être d'1 pouce de large. Et c'était écrit là-dessus, toujours la même phrase, rendez-vous ou réunion mercredi ou une date au lieu habituel, à l'heure habituelle. C'était tout. Et on a appris plus tard que les frères Martin à Hearst, qui tenaient une mercerie pour hommes, vendaient des vêtements pour hommes, étaient les patrons, si on veut, de l'ordre de Jacques Cartier dans la région. Alors quand, évidemment, mon père ne pouvait pas sortir de chez nous sans nous amener, mon petit frère et moi, parce que, bon, on pleurait, on voulait le suivre et tout ça, il nous traînait derrière lui d'assez bonne grâce. Mais quand il arrêtait chez les frères Martin, à la mercerie Martin, il fallait que nous, les deux petits garçons, il fallait qu'on se tienne en avant du magasin pendant que mon père et les frères Martin, et parfois il y avait une ou deux autres personnes qui se joignaient à eux, parlaient à voix basse dans le fond du magasin, dans l'arrière-boutique. Et nous, il ne fallait pas approcher, parce que ce qui se disait là, c'était... À l'heure de la nuit, une salle où ils se sont réunis à l'insu de tous, un but du plus pur patriotisme. Eh bien, ces hommes nous inspirent une idée de puissance quasi invincible. On a noyauté chacun des 26 organismes locaux, du conseil municipal à la commission scolaire, de la Ligue du Sacré-Cœur à la Société Saint-Jean-Baptiste, du poste de police à la Compagnie des Zouaves. Vous aviez un groupe, même minoritaire, généralement minoritaire dans ces organisations-là, mais qui était préparé et qui arrivait pour orienter les discussions vers les propositions qu'ils voulaient faire adopter. Ça s'appelle, en langage du milieu, le noyautage. C'était la force principale de l'ordre. Dans le secret le plus absolu, sans téléphone cellulaire ni Internet, l'OJC enrôlait son 10 millième membre dès 1938 dans une 100e commanderie locale. L'ordre avait à peine 12 ans. Il constituait déjà une immense armée de l'ombre vouée au nationalisme canadien-français, sous le drapeau patriotique de Carillon, celui de Dollard des Ormeaux, le héros malheureux. Sa première erreur, sans doute, s'être associé au Québec, un allié bien encombrant. L'ordre a probablement fait fausse route. En s'agglutinant dans les problèmes du Québec, bien, on avait moins de temps aussi pour s'occuper des groupes francophones hors Québec, qui ont toujours été l'infime nombre des commanderies. L'ordre de Jacques Cartier est entré dans ma vie, je pense, quand j'étais toute jeune, sans que je m'en aperçoive. Parce que mon père, quelque temps avant de mourir, m'a dit qu'il faisait partie de l'ordre de Jacques Cartier. Vous savez très bien. Pauline Vincent avait elle aussi un père ogiciste. Avec sa curiosité de journaliste, elle en a tiré un formidable roman à rebondissement politique situé autour du Carré Saint-Louis à Montréal, avant la guerre. C'est à cette époque-là qu'on parle beaucoup ici au Québec de la race, la survivance. Et c'est là que l'ordre de Jacques Cartier a eu une importance primordiale, c'était d'ouvrir justement les officines du pouvoir aux Canadiens français. Le nationalisme, c'est une émanation de l'instinct de conservation. C'est aussi respectable que l'instinct sexuel. Ceux qui disent on n'est pas nationaliste, c'est parce qu'ils sont anormaux. Quand je travaillais avec les Anglais au CCF puis au NPD,
Je leur disais, it's nice to have different flowers in a garden. L'Ordre avait comme but d'aider les Canadiens français et de limiter le pouvoir des étrangers, comme il disait. Donc ça a eu une facette raciste. D'autre part, dans certaines grandes manifestations, par exemple au Monument national, à cette époque-là, pas seulement de l'Ordre, mais de d'autres organisations, il y avait à la porte du Monument national, par exemple, défense d'entrée aux Juifs. Ces accros envers les Juifs étaient bien présents dans les rapports de la commanderie Ignace Bourget en 1934. Aujourd'hui, c'est à Lionel Groulx que certains voudraient faire porter tout le dieu de ces dérapages, que l'Ordre condamnait d'ailleurs sans équivoque. Des membres isolés sont proches du mouvement fasciste d'Adrien Arcan. Au sein de l'Ordre, il y a eu une commanderie où il y avait des fascistes. Et dès qu'on a voulu publier des articles dans les journaux, ces petits journaux-là, l'Ordre a réagi. Nous sommes unis, mais nous ne voulons pas léser les droits des autres races qui nous entourent. Notre devise, Pro Deo et Patria, résume tout le but que nous poursuivons. C'est qu'on n'est pas là pour prendre la place de personne. On est là pour revendiquer nos droits et prendre notre place à nous. Donc, on est contre personne. Dans les années 30, il y a eu une sorte de petite querelle entre le groupe de l'abbé Groulx et l'Ordre de Jacques-Cartier naissant. Mais ils se sont assez bien ajustés l'un à l'autre parce qu'à partir de 1942, l'abbé Groulx devient membre de l'Ordre de Jacques-Cartier. Son numéro de carte l'indique clairement. Il était au 4e degré, ça veut dire qu'il était l'équivalent d'un officier. C'est dans les années 40, justement, que Michel Chartrand est grand commandeur d'Ignace Bourget. Puis l'abbé Groulx, qui était un des inspirateurs, en tout cas, il disait... il citait les Juifs en exemple de solidarité. Il disait pas qu'il fallait les démolir, il disait qu'il fallait faire comme eux autres. C'est que dans les années 30, on se cherchait un chef. Et André Laurendeau aurait même demandé à Lionel Groulx, au chanoine Groulx, de devenir le chef de cette race canadienne-française. Il l'aurait décliné. Si on se cherchait un chef, c'est que le rêve d'un immense pays propre à la nation canadienne-française portait désormais un nom. La Laurentie, comme une terre promise aux dimensions immenses. La montée fasciste des années 30, puis l'entrée en guerre du Canada en 1940, exacerbe les débats de société. L'Ordre soutient la Ligue de défense du Canada dans une campagne référendaire enflammée pour rejeter la conscription annoncée. On voit là, aux côtés d'André Laurendeau et du patriarche Henri Bourassa, de jeunes loups comme Jean Drapeau et Michel Chartrand s'approcher des tribunes. Une fois de plus, le Canada français jouera perdant contre les Anglais majoritaires. L'Ordre de Jacques-Cartier avait soutenu à fond la Ligue pour la défense du Canada, cette organisation qui a été mise sur pied pour s'opposer à la conscription, au référendum sur la conscription de Mackenzie King. Cet épisode vaudra à l'OJC une première grande dénonciation publique sous la plume acérée du libre-penseur Jean-Charles Harvey dans son journal Le Jour. C'est comme si c'était peut-être pas une page honteuse, mais ça s'ajoute à ce que j'appelle l'erreur collective des Québécois durant la Deuxième Guerre mondiale, où on n'a pas compris la nature du conflit et où on a, axé nos actions en fonction d'une opposition à la Grande-Bretagne et non pas en fonction du conflit qui se déroulait en Europe et ailleurs. Une vraie furie. 10 semaines d'affilée, 5 colonnes à la une. Discrétion oblige, l'Ordre ne pouvait répliquer, mais resserrer les rangs. Par contre, quand le sénateur Télesphore Damien Bouchard attaque l'Ordre sans vergogne en 1944, on réussit à le faire démettre de son poste de président d'Hydro-Québec. Les mêmes activistes continuent d'agir en 1944
pour inscrire le Bloc populaire comme parti politique fédéral voué aux intérêts canadiens-français. On retrouve les organisateurs, ceux qui prêtent leur cuisine pour faire des assemblées. Ce sont tous des gens de la patente, qui vont trouver de l'argent, qui vont trouver des candidats. Je suis moralement certain que les 2/3 des candidats du Bloc étaient membres de la patente. Oui, c'est ça. Comme pour le Bloc populaire, c'était ça. Je veux dire, on retrouvait des gars de l'ordre un peu partout dans la province de Québec. L'argent était le nerf de la guerre, et les membres de l'ordre étaient sans cesse sollicités. Le cordonnier à Granby était un personnage important, mais quand même pas le maire ni le premier échevin, et il était trésorier de la patente, et c'est lui qui distribuait lors des élections les enveloppes que la patente avait préparées à l'intention des candidats qu'elle avait choisis. D'ailleurs, des candidats qui étaient de tout parti. Alors, ils fournissaient ce qu'ils appelaient un viatique, donc qui permettait de faire la traversée électorale. Et il y avait un monde fou qui défilait chez le cordonnier dans les semaines qui précédaient les élections. Le premier secrétariat permanent de l'ordre a vécu sous l'égide de l'ACFEO, dont tous les dirigeants sont évidemment des initiés. Logé quelques années au Monument national d'Ottawa, puis à l'Union Saint-Joseph, la chancellerie débordait toujours de travail et de paperasse. On avait engagé en 1936 le premier secrétaire général, Edgar Tissot. Il sera l'homme de l'ordre durant 30 ans. Quand, pendant la guerre, l'ambassade japonaise est expulsée, cette magnifique maison de la rue Daly devient disponible, et Edgar Tissot saisit l'occasion de s'y installer avec ordre, femmes et enfants, dont Georges, l'aîné. Enfin, nous, la famille, là, on habitait le 3e. Au 2e étage, c'était le secrétariat de l'ordre de Jacques-Cartier. Adolescent, Georges gagnait son allocation en faisant le ménage des locaux. C'est ainsi qu'un après-midi, il prend conscience qu'ici se jouent de grands enjeux. Une journée, j'ouvre la porte, puis là, c'était plein de documents, de piles de documents, de fait. Sur la table, la grande table, là, c'était des documents partout, à terre, tout autour, des boîtes et des boîtes de documents. Alors, curieux comme tout jeune homme, n'est-ce pas? Je me mets à fureter là-dedans. Et à mon grand étonnement, je découvre des documents qui racontaient dans le détail l'enquête sur la moralité à Montréal. Là, il s'agissait des bons puis les méchants, il y avait des bandits là-dedans, alors on savait pas trop, tu sais, l'imagination... Georges en sait déjà trop. Il faut s'assurer de son silence. Alors là, il nous a dit, bien, ça va être à telle date, puis ça va se passer dans une école, puis il n'en a pas dit plus. Là, je me souviens pas en détail là, de qu'est-ce qui s'est passé, mais je sais qu'on avait quelques surprises. Surprise à un moment donné de circuler, puis là, on se demandait vraiment où on était, où on allait, on se demandait si on sortait dehors, parce qu'il y avait des bruits, hein? On évoquait, on créait une certaine atmosphère autour de ça. On savait qu'il y avait beaucoup de monde, puis c'était très, très silencieux, il n'y avait rien qui se disait. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous admoneste de façon avec une voix solennelle, là, comme si... Mais nous autres, on ne voyait rien, on ne savait pas ce qui se passait. C'est curieux qu'on se retrouve au sous-sol d'une église et que c'est secret. Pourtant, une église, on a les portes ouvertes presque 24 heures par jour. Le presbytère est ouvert 24 heures par jour. Comment se fait-il que je vais appartenir? J'étais pas sûr si j'étais pour être accepté, mais par contre, une fois rendu là, j'ai appris que tu avais fait le pas pour vraiment t'embarquer dans l'ordre de Jacques-Cartier. Dans les années 40 et 50, c'est par centaines qu'on initiait de jeunes militants triés sur le volet et qu'on transmettait leur nom au secrétaire à Ottawa. Daoud, Demers, John Verge, c'est mon père, ça? Il y a des déménagements, des dédoublements. La gestion est lourde. Matricule 32468. C'est d'être partie prenante, puis de devenir responsable, puis qu'on ferait appel à nous pour certaines activités. Puis les activités visaient à la promotion des Canadiens français, puis à l'entraide, puis la fraternité. Je pense que c'est ça qui était impressionnant. Voisine de la paroisse Saint-Charles à Ottawa,
La paroisse Sainte-Anne était également un foyer de la francophonie outaouaise. Dans son enfance, André Drouin fréquentait les deux églises. Il est maintenant curé de Sainte-Anne depuis 20 ans. J'ai découvert que mon père faisait partie de l'ordre à Saint-Charles. On le voyait partir pour des réunions, pas moyen de savoir ce qui se passait, puis où il s'en allait. Puis une fois que je suis rentré dans l'ordre, j'ai compris plusieurs déplacements, plusieurs soirées que mon père avait consacrées à l'ordre. Parce que mon père a été président régional de la Société Saint-Jean-Baptiste. Personne ne pouvait être président de la Société Saint-Jean-Baptiste s'il ne faisait pas partie de... Parce que tout était noyauté par l'ordre. Initié pendant ses études, André Drouin, devenu prêtre, continua de servir l'ordre. Moi, j'étais aumônier de la cellule étudiante de l'Université d'Ottawa. Il fallait bien cerner les personnes qui promettaient mettre la main sur eux autres, puis ensuite les former, puis s'assurer d'une classe professionnelle chez les Franco-Ontariens. Le curé Barrette, c'était un type qui était plutôt rusto, tandis que le curé Mirand, il était plus raffiné. Il avait des airs de seigneur. On n'a qu'à regarder le presbytère qui s'est bâti, hein, le petit évêché de l'Est, et j'avais à disposer des archives. Mais avant de remettre les documents, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des documents qui parlaient de choses très personnelles, des questions de confidentialité, j'ai tout lu. J'ai compris plusieurs choses. La paroisse Sainte-Anne a été longtemps le château fort des Franco-Ontariens. Puis ensuite, à Saint-Charles, le curé Barrette aussi il s'est bâti un noyau de Franco-Ontariens. C'était d'assurer une place sous le soleil aux Canadiens français, parce que l'ordre est allé s'installer jusque dans l'Ouest. On regarde certains titulaires de paroisses. Moi, je suis allé à Victoria avec l'armée, la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Ça a été fondé à la demande de l'ordre, sous les pressions de l'ordre de Jacques-Cartier. Voici un autre petit gars du quartier qui rôde autour de l'ancien presbytère monumental, l'ex-journaliste Jean Taillefer. En 1960, moi, j'étais au droit d'Ottawa, et puis simple journaliste, c'est-à-dire j'étais au pupitre. Et une bonne journée, mon patron, l'adjoint du directeur de l'information, un homme très, très bien, que j'estimais beaucoup, m'arrive, il me dit il y a une réunion importante dimanche. Et puis, c'était une cérémonie d'initiation. Je me suis retrouvé avec d'autres personnes, peut-être une quarantaine de personnes, qui devenaient cette journée-là membres de l'ordre de Jacques-Cartier. Et puis, une cérémonie d'ailleurs passablement loufoque, je m'en souviendrai toujours. Retraité de la presse de Montréal, Jean Taillefer n'a pu s'empêcher de s'intéresser de nouveau à l'ordre pour pondre un roman à la fois historique et futuriste. Alors, j'ai été très peu de temps simple commandeur. Je suis devenu aussitôt chancelier. À peu près en même temps, je suis devenu éditorialiste au droit. Je suis passé de simple journaliste à éditorialiste. Coïncidence, je pense pas, mais quoique sur le coup, j'ai pas fait le lien. Et je dois dire que ça m'a aidé jusqu'à un certain point. Ça m'a même aidé beaucoup. Parce que, à partir de ce moment-là, ça m'a permis d'écrire d'une façon peut-être un peu plus éclairée. Parce qu'il y avait un tas de choses qui se passaient, puis me disais pourquoi ça s'est produit, ça. Mais là, je me suis rendu compte que souvent, il y avait l'ordre de Jacques-Cartier là-dedans. Parachuté aux premières loges, le nouvel éditorialiste assiste alors à des rencontres avec le ministre du Commerce, George Hees, au sujet du recensement de 1961, qui menaçait d'ignorer l'ascendance canadienne-française, une grossièreté que l'ordre se devait de faire rectifier par tous les moyens. Tous les proposés au recensement ont fait de serment de garder le secret. Puis moi, ça m'avait permis de faire un éditorial assez intéressant et qui commençait d'ailleurs « Nous savons de sources sûres que ». Alors moi, je savais bien qu'il s'agissait de l'ordre de Jacques-Cartier. La bataille du recensement fut gagnée et Taillefer partait travailler à Montréal peu après. Même quand il était chancelier, il ignorait le rôle important que jouait dans l'ordre sa propre sœur Marthe
épouse et bras droit de Charles-Émile Caron. Si ma mémoire est bonne, c'est mon père qui était le grand commandant. C'était une affaire de famille. À ce moment-là, au bout de 3-4 ans, on m'a demandé de devenir secrétaire du conseil régional numéro 1. Alors, j'avais peut-être la parole et l'écriture relativement facile, mais j'avais pas la dactylo. Comme moi, j'étais secrétaire, alors je suis devenue secrétaire de l'ordre. Moi, ce qui m'a surtout impressionné quand la demande a été faite, c'est la grande discrétion. Et combien de fois maman disait « Mais tu travailles plus maintenant à l'extérieur, tu n'as jamais été aussi occupé. » Mais il y en avait du travail à faire. Discrétion, discrétion, discrétion. Nous exigeons de tous nos membres le secret le plus absolu sur toutes nos délibérations, nos activités, les noms des officiers et le nombre de membres. La raison pourquoi l'ordre était secret était la même raison pourquoi les francs-maçons agissaient dans le secret. C'était comme fraternité. Et si les mots d'ordre passaient et que les gens écoutaient, eh bien, évidemment, on pouvait être très, très efficace dans la vente des idées qu'on voulait mettre de l'avant. À peu près partout, nous avons des maîtres sur qui notre population doit compter pour vivre. Notre suggestion économique met nos ouvriers à la merci de patrons étrangers. Elle bâillonne nos journaux qui ont peur de mécontenter leurs annonceurs qui ne pensent pas comme nous. Et pourtant, les Canadiens français continueront de gaieté de cœur à consacrer chaque année des sommes effarantes en boissons alcooliques et gazeuses, en tabac, bonbons, automobiles de luxe, en spectacles et en jeux de hasard. J'ai tellement entendu discrétion, discrétion, discrétion que des fois je me dis je me suis auto-hypnotisé et puis j'ai de la difficulté à me souvenir. Mais probablement que si vous aviez un psychanalyste qui m'endormirait, je vous en tirerais beaucoup plus. Mais je me souviens fort bien d'avoir eu à écrire des longs épîtres de Saint-Charles à toutes les commanderies de la région sur, disons, l'achat chez nous. Et puis les anglophones, évidemment, n'aimaient pas ça. On dit, on fait la même chose qu'eux font. Il y avait l'appui aux caisses populaires. Dans la région, on a aussi commencé, dans les années 50, à préparer la création du club de golf Outaouais, qui est une création de l'ordre, comme vous savez, si vous avez lu les archives, avec nos bons amis de Rockland, que je ne nommerai pas, mais qui étaient en charge du club de golf. Et l'Esprit de Dieu souffla sur les eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Ils ont gardé leurs épaulettes. Plus d'une heure s'est écoulée durant les épreuves et admonestations. Certains s'étaient déjà enfuis. Les autres étaient mûrs pour prêter serment d'allégeance. Quand on ouvre les yeux, là, c'est un éclat dans la salle. Je pense qu'à cette initiation-là, il y avait au moins 250 personnes. C'était très impressionnant. À cette occasion-là, c'était encore doublement impressionnant, disons, parce que c'est mon père qui a prononcé le discours. Si par malheur j'oublie. Si par malheur j'oublie. Le serment que je viens de prononcer. Le serment que je viens de prononcer. Que je sois rejeté. Que je sois rejeté. Dans la compagnie infamante. Dans la compagnie infamante. Des hommes sans volonté et sans honneur. Des hommes sans volonté et sans honneur. Que Dieu me soit en aide. Que cette prière vous accompagne toute votre vie. Et vous rappelle la plus entière discrétion. L'idéal est-il assez beau pour les fils de quartier? Oui. Surtout, le discours qui clôture toute cette affaire-là, nous avions affaire à un Edgar Tissot qui était formidable. Après la cérémonie, les initiés apprennent la poignée de main secrète et les mots de passe requis à leur niveau. Vous avez l'impression d'avoir été admis dans un organisme très sérieux et très dynamique.
Les Canadiens français de l'extrême nord-est de l'Ontario étaient des gens pauvres. Ils étaient arrivés du Québec pauvres au cours des années 1920, des années 1930. Et avec le recul, c'était probablement essentiel que cette solidarité-là se manifeste. Il fallait d'abord penser à soi, il fallait d'abord penser à ses amis, à son groupe linguistique avant de penser aux autres. Et ça, c'était bien sûr toujours très présent dans le milieu où nous, notre famille, a grandi. C'est comme si tu étais estampillé de l'ordre de Jacques Cartier, estampillé de la Société Saint-Jean-Baptiste, même si elle n'existe plus en Ontario. Tu demeures tatoué, si tu veux, de l'ordre de Jacques Cartier. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai toujours continué à œuvrer dans ce domaine-là pour sauver ma langue, sauver ma culture et tenter de sauver d'autres qui pourraient être facilement assimilés. L'Ordre a donc vécu ses 20 premières années dans l'adversité, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses rangs. Dans le second épisode de cette histoire, ce seront 20 ans de